Imagine qu'on t'offre un chèque de 100 000 € pour lancer le projet de tes rêves. Et je te parle pas d'un prêt, rien à rembourser, 100 000 € cash. C'est exactement ce que fait The Quest. Ils offrent chaque année un chèque de 100 000 € à 10 jeunes de 17 à 27 ans pour leur permettre de lancer la start-up, puis ils les accompagnent pendant 12 mois de façon hyper intensive, à l'image d'un centre de formation pour sportifs de haut niveau, mais là, pour start-up. Et cerise sur le gâteau, un voyage d'1 mois à San Francisco, en plein cœur de la Silicon Valley. Je vous emmène aujourd'hui avec moi dans les coulisses de The Quest à la rencontre de Maxime Blondel, l'un des cofondateurs et CEO de cet acteur juste fou de l'écosystème start-up français, inspiré énormément des accélérateurs américains à la Y Combinator. The Quest, c'est un portefeuille d'une vingtaine de startups encore actives, des locaux de 220 mètres carrés en plein cœur de Paris et un partenariat incroyable avec Kima Ventures, le fonds VC français de l'un des plus gros entrepreneurs du 21e siècle, Xavier Niel. Salut, c'est Kémil. Sur cette chaîne, je parle Startup et Venture Capital. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, c'est parti. Pour vous donner un peu de contexte, The Quest, c'est une structure qui est à mi-chemin entre le Startup Studio et l'accélérateur à l'américaine. C'est un programme entrepreneurial qui investit 100 000 € contre 5% de la startup et qui les accompagne pendant 12 mois avec un programme, comme je vous l'ai dit, très intensif, un peu gamifié avec un fonctionnement sous forme de level à accomplir et de quête. Bref, je vous en dis pas plus, on va découvrir tout ça ensemble. Hello. Salut. Ça va, la forme? Ça va et toi? Bien, ouais. Yes, nickel. Bienvenue. Merci. Salut Kémil, bienvenue chez nous, bienvenue chez The Quest. Merci. Là, tu es dans l'entrée de The Quest. Tu vois, il y a des livraisons. C'est un lieu de ce qu'on appelle le QG de The Quest. Donc, c'est un lieu de vie et de travail. C'est mi-coworking, mi-auberge. Il y a des chambres, il y a un studio de podcast, il y a des espaces d'open space. Je vais te montrer tout ça. Très concrètement, on a essayé de reproduire la Hacker House de San Francisco, mais à Paris. Par exemple, tu vois ici, on a une salle pour travailler où Julien, l'un des cofondateurs de The Quest, est en train de travailler, mais on va peut-être se mettre là après pour l'interview. Ok, très stylé. Voilà. Ici, c'est un bureau. Je pense qu'en ce moment, il y a Elliot et son cofondateur qui travaillent un petit peu, ouais, tu vois. Salut les gars. Voilà un petit peu. Donc, il y a des salles de travail comme ça un peu partout. Là, on est dans le salon de The Quest, donc c'est vraiment un lieu de vie. Il y a une cuisine, on peut y manger, on peut y faire des réunions comme là. Robin, l'un des cofondateurs. Donc ici, c'est une partie plus open space. Il doit y avoir pas mal de monde en rendez-vous, mais il y a Romain de GitIngest qui travaille, moi je travaille au bout. Okay. Il y a pas mal de draps parce que il y a beaucoup d'allers-retours. Tu vas voir, il y a des chambres, il y a des entrepreneurs qui vivent soit en province, soit à l'étranger, qui viennent dormir ici pour quelques jours. En général, c'est pour faire un séminaire avec des cofondateurs, faire des rendez-vous avec des investisseurs. Donc là, donc des petites chambres, effectivement. Là, un bureau et un lit. Là, pareil, ici, hop, on a une chambre qui est en ce moment occupée par Romain, le fondateur de GitIngest, qui est un ancien de 42, okay, qui fait un DevTool. Et voilà, pareil. Là, on a une autre chambre. Et avec un lit d'appoint. Et si on redescend, on se retrouve dans le salon. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Voilà, on a 220 mètres carrés. C'est cool. Et c'est je vais refermer. C'est mi-bureau, mi-auberge. Du coup, on se retrouve dans votre studio de podcast où vous faites aussi vos petits tournages de votre côté. Ouais. Très cool. Écoute, merci déjà de m'avoir reçu une deuxième fois chez The Quest. Plaisir. Toujours un plaisir de voir vos locaux très stylés, coworking, lieu de vie, etc. D'où ça vient tout ça, cette énergie, esprit à l'américaine de réunir des start-upers et tout? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'origine de l'idée? Ouais. Moi, je voulais créer, parce que j'avais en tête initialement, il y a 5 ans, une cour de récré entrepreneuriale avec, pour réunir des profils de builders, de gens qui construisent des apps mobiles, des SaaS, en tout cas des startups. D'expérience, je sais que ça demande une énorme intensité pour réussir à construire ça. Et donc, je me suis dit comment on crée un environnement d'intensité et qui permette d'engager, d'améliorer, de pousser l'intensité. Ouais. Et pour ça, il fallait faire... je me suis inspiré des Hacker House de San Francisco. Donc,
C'est des endroits où ça code et ça market de jour comme de nuit. Il n'y a que des builders et ça travaille 18 heures par jour. Tu étais déjà allé là-bas, toi, avant, pour Oui. t'inspirer de ça, ouais? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et en plus de ça, nous, on sortait de terre The Quest, donc qui est un modèle, disons, assez proche de celui du Startup Studio. On co-crée une dizaine de startups chaque année. Le challenge n'est pas des moindres. Et je savais qu'avec mes cofondateurs, il fallait qu'on soit hyper intense pour ne pas mourir, que la boîte ne crache pas. Et donc, je leur ai proposé de vivre d'abord en coloc dans ce lieu. Donc, pendant 2 ans, ça a été notre coloc on était 5 associés. Ok, vous avez vécu tous ensemble ici, bossé ensemble. C'est ça. Et on l'a transformé, vu que maintenant, on est tous partis vivre ailleurs, chacun de notre côté. Et maintenant, c'est un QG. Donc, il y a des bureaux, on a gardé quelques chambres. Et on a trouvé que ça cristallisait bien notre histoire, notre aventure, et que ça montrait l'exemple aux entrepreneurs de voilà le niveau d'intensité qu'il faut pour ne pas aller au tapis. D'ailleurs, en parlant d'intensité, j'ai vu sur le site de The Quest qu'il y avait un petit calendrier, un petit planning de la semaine qui effectivement est plutôt intense, chargé. Ça fait un peu, je crois que vous l'aviez dit vous-même, centre de formation. L'idée, c'est vraiment d'avoir une intensité max tout le long. Et c'est ce que vous avez voulu reproduire ici. C'est une des grosses inspirations également, c'est les centres de formation, notamment pour futurs footballeurs de haut niveau. Tu vois, ils sont financés par les centres de formation. Ils dorment sur place et tous les jours ils vont sur le terrain et ils s'entraînent dans le réel. Il y a assez peu de théorie, il y a beaucoup de pratique. C'est vraiment ce design-là qu'on a voulu reproduire pour des 17-27 ans, qui est notre cible, qui seraient des geeks, des drop-out, des builders qui ont envie de vivre une aventure intense. Ils ont l'âge pour vivre cette aventure intense. Après, ils auront femmes, enfants, plus de contraintes. Là, ils ont l'âge pour faire des épopées ultra intenses et ils ont l'énergie pour bosser 18 heures par jour. Donc, c'est un centre de formation, pas de football, de start-up. Et donc, le principe, c'est marrant, c'est ce que je disais dans la petite intro avant de venir. Le principe, du coup, c'est vous donner un billet à ces startups pour les permettre de se développer et vous les accompagnez sur 12 mois. Ok. C'est quoi les montants que vous donnez? Comment se passe l'investissement, l'accompagnement? C'est ce qu'on appelle une bourse de 100 000 euros. Si on veut être plus précis, c'est un chèque de pré-seed. Donc, c'est du très, très, très early stage pour les startups. On peut financer des jeunes qui ont une conviction, une idée, un proto, parfois un peu de revenus, mais la plupart du temps, c'est une zone d'idée, une conviction, une envie, une quête. C'est pour ça que ça s'appelle The Quest. Et on leur donne 100 000 euros. Nous, on a un fonds d'investissement qui s'appelle The Quest Hippodrome, sur lequel on lève de l'argent auprès de Business Angels qui nous permet de délivrer la moitié de ce montant-là, donc 50 000 euros. Et on a un partenariat depuis 1 an avec Kima Ventures, le fonds d'investissement en start-up de Xavier Niel, qui met l'autre partie des 50 000 euros. Voilà. Et il concrétise aussi cet accompagnement via une présence pour accompagner les startups ou c'est seulement un accompagnement financier du côté de Kima? C'est principalement un accompagnement financier. Jean était très sympa et est venu nous faire une petite conférence privée au coin du feu il y a quelques mois. Et Kima va nous aider au moment où on a des startups qui ont besoin de lever des fonds. Donc nous, on lui envoie un petit mail quand on a une startup qui a besoin de lever des fonds et où il pourrait faire des intros, review le deck, donner des conseils. À savoir qu'on a 50% des projets tech qui s'autofinancent, bootstrap, et ne sont pas des très bons actifs VC. Tu vois, ça va être... il y a des SaaS, des apps mobiles, et qui préfèrent être autofinancés. Vaut mieux pas lever de fonds si tu peux ne pas lever des fonds. Complètement. Et on en a de la deep tech ou des jeux mobile consumer qui pourraient mettre parfois du temps à se monétiser, où là, le jeu VC fait sens, mais où aussi le monde VC aime cette typologie d'actifs. Complètement. Donc c'est là où Kima peut vraiment, en plus des 50 000 euros, intervenir. Et là, du coup, ça fait 4 ans que The Quest a été fondé? Ça fait 4 ans et 10 mois. 4 ans et 10 mois, Je dis 5 ans maintenant. Quasi 5 ans. C'est quoi un petit peu vos achievements jusque-là On est content. Alors, en 5 ans, on a travaillé de près ou de loin sur une 50aine de projets. Il y en a 20 qui sont toujours en vie, dont la majorité, on est content, sont en croissance. Les 30 qui sont morts, ça va être des projets sur lesquels parfois on a itéré 1 mois et qu'on a tué très très vite, quasiment tué dans l'œuf. Il y en a qui aussi, où on a travaillé 12, 18, 24 mois, ils sont morts. Ça arrive aussi. C'est le propre des startups. Complètement. Donc, on est déjà content qu'il en reste 20. Au cumulé de ces 20, alors on n'a pas fait les calculs depuis un moment, mais en décembre 2023, le revenu annuel récurrent, l'ARR de ces startups-là, venait de dépasser les 22 millions. Là, on l'a pas refait depuis un an, il faudrait qu'on le refasse. Et alors, c'est un Pareto en réalité. Sur ces 20-là, il y en a
il y en a 5, donc tu vois, 25% qui génèrent 90% de l'ARR. Okay. C'est un Pareto. Ouais, il y a une classique. grosse diversité sur les revenus. Et est-ce que ça a une corrélation un petit peu avec la date d'entrée au sein de The Quest ou pas du tout? Est-ce que c'est les startups les plus qui sont rentrées il y a 5 ans qui génèrent le plus gros revenu ou pas forcément? Forcément, elles sont plus matures pour celles qui sont toujours en vie après 5 ans. Maintenant, tu vois, cette année, il y a 12 mois, on a démarré une app mobile qui aujourd'hui est pas loin des 50 000 de MRR. Ouais. Non, franchement, on est. Alors, ce que je peux te dire, c'est que les projets qu'on faisait il y a 5 ans ne sont plus du tout les mêmes qu'on fait aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qui a changé? On fait des projets plus ambitieux. Ouais. On se permet d'attaquer des sujets deep tech. On a plus d'expérience aussi. Ouais. On prend plus de risques. Et on a un portfolio où chaque année, donc, notre métier, c'est de détecter une dizaine de jeunes builders drop-out chaque année qui ont envie de monter un projet tech et de leur permettre de faire le moins d'erreurs dans les 365 premiers jours. Ouais. Donc, trouver les bons cofondateurs, bons problèmes, bonne proposition de valeur, bons prototypes, product market fit, etc. Et aujourd'hui, les projets sont plus ambitieux qu'avant. Avant, on avait un ADN très bootstrap. Okay. Donc, on faisait des projets plus petits bras, entre guillemets, mais qui en fait un bel ARR. Aujourd'hui, on va se permettre de faire des trucs qui sont... c'est soit des multi-billion $ compagnies, soit rien. Il n'y a pas d'entre-deux. Okay. Alors qu'on a fait des boîtes qui, tu vois, étaient des SaaS qui plafonnaient à 5 millions d'ARR et on était très contents. Ouais. Sur des marchés peut-être plus niches aussi. Ok. Donc là, de plus grosses ambitions. Donc forcément, c'est des startups qui potentiellement ont plus de chances de devoir lever des fonds. Oui. Que vous allez accompagner après les 1 an. Comment ça se passe? Une fois que les 1 an sont passés, est-ce que vous envisagez avec le fonds, réinvestir potentiellement en seed série A derrière des plus gros tickets ou juste sur du follow? Comment ça se passe? Ouais, on y réfléchit à réinvestir en seed pour suivre certains. Maintenant, notre métier, il est vraiment un métier de l'ultra risque. Ouais. Et c'est vraiment notre métier, c'est le pré-seed, voire pré-seed. Ouais. C'est là où je pense qu'on est bon. Nous, on est des très très bons conseillers, je pense, sur du 0 à 1, du 365 premiers jours. Okay. Si on a bien fait notre travail, les fondations, elles sont solides en termes d'équipe, de produits, de product market fit. Et toute la partie scale, c'est pas du tout notre expertise. Ok, vous accompagnez jusqu'à seed et un peu plus à la limite. Ouais. Et après, la startup est censée avoir les clés pour aller plus loin si elle en a besoin, quoi. Tu vois, parmi les sociétés qui ont 4-5 ans qu'on a monté dans le passé, les fondateurs nous appellent 1 à 2 fois par an. Okay. Et c'est soit pour prendre des news, nous donner des bonnes nouvelles, soit pour des urgences RH, financières, ou des problématiques où ils ont confiance en notre manière de réfléchir. Mais tu vois, et on répond toujours au téléphone, on essaie d'être réactif, on est incentivé, mais on leur ment pas. On n'est pas des pros de la scalabilité ou de la structuration de grosses sociétés. C'est pas notre métier, c'est le métier de fond. C'est un autre métier. Donc vous vous définiriez comme un startup studio ou vous diriez que vous êtes un peu différent quand même? Si, on est un startup studio au sens où on part de 0 et on va à 1. Et où on n'est pas, tu vois, un accélérateur, le modèle, c'est de l'accélération sur 2-3 mois. Ouais. Nous, on pourrait dire qu'on fait soit de l'accélération sur 12 mois, soit du startup studio sur 12 mois, et parfois c'est nos idées, parfois c'est pas nos idées. Ouais, c'est un modèle un peu hybride. Ouais, c'est pour ça qu'on s'appelle programme d'entrepreneuriat. Ouais. C'est un programme de 12 mois pour les jeunes builders. Ok. Et du coup, s'il y a des gens qui regardent ça, pour qui c'est fait exactement et pour qui ça serait pas fait aussi éventuellement? C'est fait pour... toute personne qui se considérait comme un builder, qui aime bâtir des produits tech, qui a entre 17 et 27 ans, qui n'a pas peur de se frotter à l'international. Tu vois, toutes nos applis mobiles, on les lance direct à l'international. Okay, direct. La majorité des SaaS, on essaie de les lancer directement aux US. Ouais. La France nous intéresse assez peu, si ce n'est qu'on pense qu'en France, il y a des super jeunes entrepreneurs, des super entrepreneurs. Mais pas de marché? Le marché est petit. Et en tout cas, ils freinent la scalabilité. Or, si on fait pas des PME, si on faisait des PME, on les ferait en France. Ouais. Là, nous, on fait des startups. Il faut directement penser global, ambition, scalabilité. Donc, effectivement, on a un vrai ADN. Tu vois, dans notre programme, en général, le 11e mois, on les envoie 1 mois à San Francisco. Okay. Pour sentir l'atmosphère, se prendre une baffe d'ambition en général et décider si après, ils veulent continuer de là-bas ou de la France. Ouais. Mais on veut à tous leur faire tester San Francisco. On trouve qu'il y a un avant et un après. Il y en a beaucoup qui restent? 50%. 50%. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Ouais. Parce qu'il faut avoir
l'audace, l'envie de rester, de prendre ce risque-là quand même, parce que c'est un tout autre marché, une autre culture, donc il faut quand même oser le faire. Putain, c'est stylé. Ok. Et j'ai vu aussi que vous aviez un programme VC Scout. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus en quoi ça consiste et à qui c'est adressé aussi? Très simplement, nous, on espère pouvoir aider un maximum de jeunes qui seraient malheureux à l'école, malheureux au lycée, malheureux en école supérieure, qui préféreraient build des choses un peu en secret dans leur chambre ou pas en secret. Mais donc, on a effectivement construit ce programme VC Scout pour essayer d'avoir des têtes chercheuses dans chaque campus et qui puissent nous dire « Ah, cet étudiant-là, il a un projet et l'école de commerce ou l'école d'ingé n'est pas du tout le bon écosystème pour développer ce projet-là. » Donc, c'est un système de repérage. Comme dans les centres de formation, qui ont des repéreurs sur les bords des terrains les dimanches dans les clubs amateurs. On fait la même chose, mais dans les campus. Ok. Et donc ça, c'est tout étudiant peut venir chez vous, devenir VC Scout. C'est quoi? Il a une petite formation avant Ouais, non, on les forme. On les forme, on leur explique comment détecter une bonne énergie de jeunes talents. On les forme au red flag, on les forme à pouvoir se forger un avis sur qu'est-ce qui est d'une mauvaise zone d'idées startup. Donc on les forme toujours avant, bien sûr. Mais ils peuvent candidater via le site web. Et après on les forme et on leur dit faisons un test sur quelques mois déjà. Ok. C'est quoi l'avantage pour eux, à part le fait d'être formés? Il y a une incentive financière aussi derrière ou d'equity? Ouais, très classique VC Scout comme le font beaucoup de fonds américains. On leur file du carried interest, donc c'est une incentive sur la startup qui nous aurait ramené dans laquelle nous on va prendre des parts, ou alors on leur file un chèque de cash. Ok, ceux qui choisissent? Oui. Ok, ça marche. À chaque fois. Ok, très cool. Et vos ambitions alors pour la prochaine année, déjà 2025, et peut-être les 5 à 10 ans? J'imagine que vous voyez loin, vous avez des grandes ambitions. Donc c'est quoi vos projets là à venir? Refaire une aussi belle année que l'année dernière. Tu vois, l'année dernière, on a monté 7 startups dont on est vraiment fier de la qualité, des sujets et des équipes qui sont derrière. On veut refaire la même chose, mais on veut en faire 10 cette année. Et le but, c'est d'arriver à avoir une marque assez établie pour que tous les ans, avec de moins en moins d'efforts, on arrive à détecter 10 jeunes qui sont à chaque fois de plus en plus impressionnants, de plus en plus singuliers, qui viennent directement à nous sans qu'on aille les chercher. Et qu'on puisse vraiment passer encore plus de temps, pas sur la détection, mais sur leur accompagnement. Et on veut faire, dans l'idéal, on a un modèle où il faut en faire 10 chaque année. Le but, c'est de tenir au moins 10 ans pour faire un portfolio d'une centaine de sociétés. Vous ne comptez pas augmenter ce chiffre de 10? C'est le bon pour vous? Ouais, moi je pense qu'on a un métier d'artisanat et que quand on essaie d'usiner de l'artisanat, ça finit mal ou on perd en qualité. Donc, j'ai pas du tout cette ambition. En revanche, si dans 2-3 ans, on voit qu'on on a une marque plus établie, qu'on fait notre métier avec beaucoup moins de fatigue, je réfléchis au système un peu de franchise ou de proposer en marque blanche The Quest dans d'autres géographies qui ressembleraient à la France, donc tu vois, d'autres pays européens par exemple, et de leur donner l'infrastructure The Quest pour qu'ils puissent trouver les jeunes dans leur, je sais pas, je pourrais te dire… En Italie, par exemple? Ouais, Italie, Roumanie, je ne sais pas. Faudrait étudier ça. Bien sûr. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes à aider ailleurs qu'en France. Ça c'est sûr. Et du coup, c'est un style un peu à la Peter Thiel, à l'américaine, drop out complètement les études. Tu te focuses sur ton projet. Et si ça ne marche pas, on se posera la question à ce moment-là. Ok. Et il y en a qui sont retournés dans le système éducatif après ou… Non, jamais. Non, jamais. Non. Ils se sont servis de cette expérience comme… En fait, je comprends ton point et cette peur de si ça marche pas, est-ce que je reprends des études? C'est très français. Ouais, mais en vrai, qu'ils réussissent ou pas à leur start-up, ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont appris en un an, ça les change tellement que jamais de la vie ils retournent en école. Ils vont remonter une boîte où ils peuvent prendre un job. Mais déjà, il n'y en a aucun qui regrette d'avoir passé le pas. Et vu qu'on encourage plutôt à ne pas arrêter ses études qu'à les arrêter, en fait, ceux qui nous rejoignent, c'est ceux qui ont passé le premier test entrepreneurial. Ceux qui ont la force de caractère d'arrêter, de convaincre leurs parents qu'il faut arrêter et qui ont besoin de personne pour les aider à ça. Donc, tu vois, en fait, ils n'ont pas peur d'arrêter leurs études. Il y a déjà un filtre naturel qui se fait. Complètement. Et forcément, ça ressort. Ok. Tu disais tout à l'heure que justement, ces gens-là, ce qu'ils recherchent, ils ne le retrouvent pas en école d'ingénieur, école de commerce. Moi, c'est un sujet qui me concerne énormément parce que j'ai fait une école de commerce. J'avais des grandes attentes du point de vue entrepreneurial. Et quand je suis rentré là-bas,
Ce qu'on m'a un peu servi, c'est qu'une startup, c'est un projet qui a besoin d'être financé, forcément, que tu travailles pendant des mois pour définir une stratégie, faire une étude de marché, faire un spot, un PSTL, tout ce genre de trucs, un peu inutile aujourd'hui, mais ça sert toujours, mais voilà, c'est pas ça une startup. Et qu'au bout de plusieurs mois, bah, tu vas avec ton projet chercher du financement, et soit tu l'as, tant mieux, tu essayes, ça foire, bah, tu as perdu des milliers d'euros, tu es endetté, soit, enfin voilà, quelque chose de totalement désaligné avec la réalité. Et toi, c'est l'expérience aussi, du coup, j'imagine que tu en as fait, ou en tout cas l'idée que tu as de l'école de commerce, d'ingé, Oui, je connais qui est très totalement bien décorrélée de la réalité. Ouais, il faut dire ce qui est. Probablement que sur leur métier d'école, ils sont bons, mais sur leur métier d'accompagnateur entrepreneuriat, ils sont nuls. Ouais. Il faut le dire ce qui est. Donc, ils gagent des potentiels. Ils osent pas dire qu'ils donnent des conseils alors qu'ils osent pas dire qu'ils ne savent pas, alors qu'il faut dire quand tu sais pas, ou quand tu n'as pas les capacités de donner un bon conseil. Nous, ça nous arrive de dire, écoute, là, sur ta problématique, je n'en sais rien. Donc, je te conseille de tester dans le réel et vois le feedback qui te revient, tu vois. Ouais. Mais oui, toutes ces écoles-là, c'est triste. Ouais, je pense qu'en termes d'accompagnement, mon associé, par exemple, sur le Media Trade, donc Boris, il est allé à l'incubateur de son école et on lui a dit « t'es trop jeune » parce qu'il était en première année. Donc, du coup, il a abandonné son projet parce que pas d'accompagnement à ce moment-là. Pire encore, ouais. Petite dernière question, en fait, c'est quelles sont pour toi les principales erreurs et ou difficultés que tu vois dans les jeunes que tu accompagnes quand il s'agit de monter leur start-up, de se lancer sur les 12 premiers mois? Déjà, l'environnement. La plupart du temps, ils ont des interlocuteurs qui n'ont pas le bon niveau d'ambition ni le bon niveau de savoir, qui leur disent n'importe quoi. Et on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ouais. Et quand tu es avec des gens pas ambitieux, qui comprennent rien à l'entrepreneuriat, t'es pas ambitieux et tu fais des erreurs entrepreneuriales. Ça, nous, c'est pour ça qu'on a créé ce QG, cet environnement très sélectif, mais où t'as pas un jeune builder qui nous rejoint, qui n'est pas ultra heureux de rencontrer le reste de la communauté. À chaque fois, c'est waouh, le niveau, il est sévère. Et l'atmosphère, elle est particulière. Ça sent la piraterie à tous les étages. Ouais. Et ça, tu peux pas l'avoir en école. C'est pas leur métier. Non, c'est sûr. Donc l'émulation qui est générée, tout ça. Ouais, l'environnement. Et puis surtout, cet environnement, il fait que nous, quand ils ressortent 365 jours plus tard, c'est plus les mêmes. Ouais. Mais ils ont vraiment pas le même niveau. Physiquement, ils ressemblent plus à la même chose. Mentalement, ils pensent plus du tout pareil. Il y a vraiment un avant et un après. Okay. Donc pour moi, l'environnement, c'est ce qui fait toute la différence. Ensuite, le défocus, c'est-à-dire quand tu as une quête, quand tu as une conviction, tu veux te battre pour un projet tech, un rêve que tu as en tête, tu peux le démarrer un peu le soir et les week-ends dans ta chambre, c'est vachement bien. Mais si tu décides d'y aller à fond et de dire c'est mon projet, en fait, il faut que tu fasses un all-in. Ouais. Sinon, le défocus, ça tue. Ouais. À devoir faire des missions freelance pour manger et un petit job et continuer ses études. Il n'y a jamais personne qui a réussi à faire quelque chose de significatif dans ce monde en cumulant 4 jobs, tu vois. Ouais. C'est ça que ça apporte aussi. Votre chèque de 100 000 euros, c'est une sécurité pour se dire je peux focus 100% sur mon projet. C'est pour ça que ça a été designé. Ouais. C'est pas un énorme chèque. Tu conquis pas le monde avec ce chèque. Oui, c'est pas contre, pour dev tant que ça. Enfin, même si ça peut servir, mais c'est pour dire toutes les bases, tu vas pouvoir les poser. Tu vas pouvoir te concentrer 12 mois. Ouais, t'as pas le stress de savoir. Et tu vas pouvoir trouver les bons cofondateurs, sortir le bon proto, faire les bonnes interviews utilisateurs, trouver un product market fit et des clients. C'est à ça que ça sert. Donc ouais, le défocus. C'est quoi le troisième grand problème des jeunes entrepreneurs? C'est les TARP-ITID, c'est les étudiants entrepreneurs ont la caractéristique de très 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 souvent travailler sur des idées qui n'ont pas de valeur et des marchés qui sont des mauvais marchés ou des modèles économiques qui sont pas des bons modèles économiques. Parce qu'on leur apprend pas. Parce qu'ils ont peu d'expérience mais que personne ne leur dit. Par exemple, tu vois, la classique nous qu'on a à peu près une fois par jour dans notre candidature, c'est je fais un réseau social de partage de fiches de cours entre étudiants. Ok. Sympa au demeurant, mais tu résous il n'y a pas vraiment de marché pour ça. Personne n'a réussi à faire. Tout le monde l'a tenté et personne n'a fait une boîte significative avec cette idée. Oui, ils ont fait un petit projet entrepreneurial perso, mais tu montes pas. Qui s'arrête au bout d'un an. Ouais. Et qui a un mauvais modèle économique où tu es obligé de faire des concours, de choper des subventions pour tenir parce que personne n'achète ça. Ouais. Et dans les écoles, dans les incubateurs, on leur dit « Génial ton idée ». Nous, à chaque fois, on leur dit « L'idée, elle est nulle, désolé les gars ». Et on va vous expliquer pourquoi.
Ce n'est pas un marché réel, il n'y a pas d'argent à faire, ce n'est pas un problème douloureux, viscéral, c'est un problème vitamine C, pas Doliprane, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Par contre, quand un étudiant, un jeune a une bonne idée, j'estime que c'est des très bonnes idées. C'est des encore meilleures idées entrepreneuriales que les trentenaires ou les quarantenaires. Ah ouais. Ils vivent dans le futur. Ils ont un pied dans le futur, les 17-27 ans. C'est quoi? C'est l'ancrage dans la génération, la technologie actuelle et tout? Ouais, ils ont pas de biais d'expérience. Ils n'ont pas été matrixés par une expérience professionnelle ou par ce qu'on leur a appris du monde professionnel. Ouais. Et donc, ils font des choses aussi pour s'amuser. Plus d'innocence. Plus d'innocence. Ils ne sont pas conscients de la difficulté parfois de ce à quoi ils s'attaquent, et ce qui est une très belle qualité en entrepreneur startup. Ouais. Mais surtout, ils ont vraiment, par leur jeunesse, ils vivent un peu dans le futur, plus que des trentenaires ou des quarantenaires. Ouais. Et donc, c'est pour ça que des Facebook, ça vient de Mark Zuckerberg à Harvard. Ouais. Personne de 30-40 ans ne sort Facebook. Bien sûr. Donc nous, c'est pour ça qu'on aime cette typologie d'entrepreneurs. C'est parce qu'on pense que c'est pas les meilleurs entrepreneurs, il faut les former. Par contre, ils ont un premium d'énergie, ils ont un premium de fougue, ils ont un premium de courbe d'apprentissage et une plastique cérébrale qui est bien meilleure pour apprendre vite. Mais ils ont un premium d'avoir la potentialité de faire plus qu'une licorne, de faire une multi-billion dollar compagnie, voire une trillion. À l'américaine. Ouais, à l'américaine, ouais. Ouais. Et ce qui manque en France d'ailleurs. Ce qui manque en France. Ouais, complètement. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Plaisir, Kémil. Merci à toi. Merci. C'est la fin de ce tout nouveau format. Encore une fois, un grand merci à Maxime pour nous avoir ouvert les portes de The Quest. Tout nouveau format, mais le premier d'une très longue série parce que je vais essayer d'aller chez un maximum d'acteurs du venture capital et des startups pour découvrir les coulisses de ces écosystèmes, comprendre le fonctionnement. D'ailleurs, si vous avez en tête des acteurs que vous aimeriez particulièrement voir, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me faire un max de retour pour que je puisse améliorer ce nouveau format. Il est certainement perfectible. Et puis, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes sur l'univers des startups et du venture capital. Je vous dis à bientôt. Ciao.